Des inventions oubliées aux véhicules abandonnés qui n'ont jamais vu le jour, certaines technologies et machines nous laissent complètement perplexes. Jupe latérale, jupe latérale, jupe latérale. La portière, le rétroviseur. Pourquoi ont-elles été abandonnées? Que leur est-il arrivé? Ces reliques oubliées nous offrent un aperçu d'idées qui étaient en avance sur leur temps, ou peut-être simplement trop étranges pour réussir. Elles laissent place à l'imagination. Et si cela avait fonctionné? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir certaines des technologies et véhicules abandonnés les plus étranges jamais retrouvés. Le jetpack. Pendant des décennies, les films et séries de science-fiction nous ont promis un futur dans lequel nous survolerions les villes avec des jetpacks personnels. Plus de bouchons, plus d'attente, il suffirait de s'attacher et de décoller. Tentant, non? L'idée du vol individuel fascine les gens depuis des années, et même l'armée s'y est intéressée, investissant des millions pour transformer ce rêve en réalité. Et croyez-le ou non, ils ont en partie réussi. L'un des moments les plus célèbres de l'histoire du jetpack a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 1984, lorsqu'un homme a survolé le stade avec un vrai jetpack, émerveillant le monde entier. Alors, sans se bûcher, si la technologie existait déjà à l'époque, pourquoi ne l'utilise-t-on pas tous aujourd'hui pour aller au travail? Eh bien, en réalité, ce n'est pas vraiment pratique. D'abord, les jetpacks coûtent une fortune et leur carburant est difficile à trouver. Contrairement à l'essence pour voiture qu'on peut obtenir partout, les jetpacks utilisent souvent un carburant spécial, produit chimiquement. Même si vous en possédiez un, le garder rempli serait un cauchemar. Et puis, il y a le bruit. Les jetpacks sont extrêmement bruyants. L'armée voulait les utiliser pour des missions de reconnaissance, mais la discrétion n'est pas au rendez-vous quand vous sonnez comme une fusée au décollage. Sans oublier la sécurité, piloter un jetpack ne se résume pas à l'enfiler et décoller. Cela demande de véritables compétences et aucun système de secours n'est prévu en cas de problème. Si le moteur s'arrête en plein vol, disons simplement que l'atterrissage ne sera pas en douceur. Même les Mathbusters ont tenté d'en construire un pour finalement confirmer ce que les experts savaient déjà. Ce n'est pas un bon moyen de transport. Entre le coût, le bruit, la difficulté d'utilisation et l'existence d'alternatives bien plus efficaces, le jetpack reste davantage un concept cool qu'une vraie solution. Pour l'instant, mieux vaut le laisser aux films de science-fiction, aux spectacles de cascadeurs et bien sûr à Iron Man. Avant de continuer, voici un autre aéronef impressionnant, abandonné dans une forêt en Allemagne. Il a été révélé plus tard qu'il datait de la Seconde Guerre mondiale. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'un modèle Nighthawk, mais il s'agissait en réalité d'un prototype nazi testé sur place. Il a été abandonné lorsque la défaite devenait inévitable. Depuis, il est resté là, perdu dans la forêt. Que feriez-vous si vous tombiez dessus par hasard? Dites-le nous dans les commentaires. L'escadron de chars perdu dans la forêt russe. Les chars, c'est difficile à rater. C'est grand, c'est lourd et pas vraiment facile à égarer. Et pourtant, la Russie a réussi à perdre 200 d'entre eux. En 2010, des habitants de Yekaterinbourg se promenant dans une forêt voisine lorsqu'ils sont tombés sur une scène incroyable. Des centaines de chars posés là, sans surveillance comme une collection de jouets oubliés. Encore plus fou, on pouvait monter à l'intérieur. Heureusement, il n'y avait ni clés ni munitions à bord, donc impossible de les faire démarrer. Mais les habitants étaient anti-stupéfaits. On avait vraiment l'impression qu'on pouvait les conduire sans que personne ne s'en aperçoive. Un homme, Pavel, a déclaré aux journalistes que l'armée affirmait que les chars étaient surveillés. Mais vu la neige épaisse qui les recouvrait, difficile à croire. Dès que l'attention internationale s'est tournée vers l'affaire, l'armée s'est empressée de les retirer. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement comment ni pourquoi ils se sont retrouvés là. Mais pour beaucoup d'habitants, c'était une expérience unique. On ne voit pas tous les jours un bataillon de chars abandonné dans une forêt. Le Handley Page Victor. La guerre froide a donné naissance à toutes sortes de machines militaires puissantes et le Royaume-Uni ne comptait pas rester à la traîne. Voici donc le Handley Page Victor, un bombardier stratégique à réaction conçu comme moyen de dissuasion nucléaire. Il s'agissait du troisième et dernier appareil de la flotte britannique des V-bombers, censé garder les ennemis à distance. Pourtant, malgré son rôle prévu, le Victor n'a jamais effectué de mission de bombardement nucléaire. En 1968, des ingénieurs ont découvert des fissures dues à la fatigue du métal, rendant l'appareil inapte à sa mission initiale. Plutôt que de les envoyer à la casse, l'armée britannique les a reconvertis. Pendant des années, ils ont servi à des missions de reconnaissance, mais surtout comme ravitailleurs en vol.
Dans ce rôle, ils ont joué un rôle crucial en prolongeant l'autonomie des chasseurs et des bombardiers. Mais même cette seconde vie a pris fin. En 1993, le Handley Patch Victor a été officiellement retiré du service, mettant un terme à l'histoire d'un bombardier qui n'a jamais bombardé, le Benny Railplane. Les trains sont un moyen de transport fiable depuis des années, simple, efficace, facile à améliorer. Mais parfois, quelqu'un propose une idée complètement folle pour les révolutionner. C'est ce qu'a fait George Benny avec son projet de Railplane. Le concept était simple, enfin presque. Au lieu de rouler sur les rails au sol, le train devait glisser sur des rails suspendus au-dessus. Et au lieu d'un moteur classique, il devait être propulsé par une hélice, comme un avion. L'idée, transporter les passagers à grande vitesse en hauteur, pendant que les trains classiques transporteraient les marchandises en dessous. Contrairement à beaucoup de rêveurs, Benny a réussi à construire et tester son invention. Et à sa grande fierté, elle fonctionnait. Son prototype glissait parfaitement sur les rails suspendus et semblait prometteur. Mais il y avait un problème, l'argent. Bien que son Railplane ait attiré l'attention de plusieurs pays, aucun n'a voulu financer sa mise en service. Faute de soutien financier, Benny a dû vendre son invention pour la ferraille. Et juste comme ça, son train futuriste a disparu à jamais. Le tunnel de métro abandonné de Liège. Près de la ville de Liège, en Belgique, un projet ambitieux visait autrefois à construire un métro souterrain. L'objectif était de relier la ville à d'autres régions du pays et d'améliorer les transports pour tous. Bonnetti Dessous en un an. Sauf que le projet a été abandonné avant même d'être terminé. Lorsque les travaux ont été arrêtés, une grande partie du tunnel avait déjà été creusée. Plutôt que de tout sceller et d'oublier l'endroit, la ville a décidé d'en faire un espace de stockage. Au fil du temps, le tunnel vide est devenu un lieu de repos pour toutes sortes de véhicules. Anciens tramways, wagons, bus et bien plus encore. Ce qui était censé être temporaire s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Avec l'accumulation de véhicules, l'endroit a fini par attirer l'attention. Finalement, le tunnel a été reconverti en musée officiel des transports, attirant des visiteurs venus de partout. Aujourd'hui, touristes, passionnés d'histoire et streamers explorent le tunnel et admirent cette immense collection de moyens de transport oubliés. Le plus surprenant ? Le métro lui-même était pratiquement terminé. Il n'a juste jamais été ouvert. Si certains y voient Ostend une occasion gâchée, beaucoup diront que ce musée souterrain unique est bien plus intéressant qu'une simple ligne de métro. Numéro 6. Le cimetière de Tchernobyl. Lorsque vous entendez le mot Tchernobyl, votre esprit pense probablement immédiatement à la catastrophe nucléaire de 1986 en Ukraine. Mais alors que la plupart des gens se concentrent sur la ville abandonnée de Pripyat et sur le réacteur en ruine, il existe un autre lieu inquiétant laissé derrière, des tanks. Au début, on pourrait se demander quel lien existe entre des tanks et un accident nucléaire. Mais après l'explosion, la radiation s'est propagée sur une vaste zone, affectant non seulement les villes mais aussi les installations militaires voisines. Lorsque les opérations de nettoyage ont commencé, l'armée a dû intervenir. Des tanks et d'autres véhicules blindés ont été mobilisés, non seulement pour des raisons de sécurité mais aussi parce que leurs coques épaisses offraient un certain niveau de protection contre les radiations. Une fois le nettoyage terminé, ces véhicules ont été jugés trop dangereux à déplacer. La radiation s'était accrochée à leur surface, les rendant dangereux pour toute personne les approchant. Plutôt que de les emporter, ils ont simplement été abandonnés, silencieux et rouillés, témoins du désastre qui s'est déroulé il y a près de 40 ans. Le train maglev original. Au fil des ans, les trains ont beaucoup évolué, devenant plus rapides, plus efficaces et plus avancés technologiquement. Mais à l'époque de l'URSS, un projet ambitieux aurait pu changer à jamais le transport ferroviaire, le projet wagon TA-05. Ce n'était pas un train ordinaire, mais l'un des premiers à utiliser la lévitation magnétique, ou technologie maglev, pour flotter au-dessus des rails à des vitesses impressionnantes. Aujourd'hui, les trains maglev existent dans plusieurs régions du monde. Mais cette expérimentation soviétique remonte à près de 30 ans, avant que la technologie ne devienne grand public. Le train ressemblait plus à un vaisseau spatial futuriste qu'à une rame classique, et il était conçu pour atteindre près de 400 km/h. Une voie spéciale fut construite et des tests furent réalisés. Tout semblait prometteur, jusqu'à ce qu'un désastre survienne. En 1988, un puissant tremblement de terre frappe l'Arménie, détruisant le site d'essai. La voie et les équipements essentiels furent anéantis. Le coût des réparations était tel que le projet fut complètement abandonné.
Si les choses s'étaient passées autrement, le voyage en train à grande vitesse aurait pu se développer bien plus tôt. À la place, le rêve du maglev soviétique a sombré dans l'oubli, nous laissant seulement imaginer ce qu'il aurait pu devenir, le train d'or. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie s'effondrait. Face à une défaite imminente, ses dirigeants ont commencé à préparer l'avenir, un futur qu'ils espéraient en voir leur permettre de revenir au pouvoir. Selon la légende, cela impliquait un train secret chargé d'or, d'œuvres d'art inestimables et de trésors, cachés profondément sous la Basse-Silésie. En mai 1945, alors que les forces soviétiques avançaient Nantes, le train aurait été scellé dans des tunnels souterrains entre Breslau, aujourd'hui Wrocław, et Waldenburg, aujourd'hui Wałbrzych, en territoire allemand de l'époque. L'idée était de revenir un jour, une fois la guerre terminée, pour récupérer les richesses et reconstruire. Mais comme l'histoire le montre, cela ne s'est jamais produit. Les nazis ont été écrasés et si le train a bel et bien existé, il a été perdu à jamais. Pendant plus de 70 ans, des chasseurs de trésors ont fouillé la région, convaincus que le légendaire train d'or est encore enfoui sous la Pologne. En 2015, l'excitation a grimpé en flèche lorsqu'un ouvrier, sur son lit de mort, a affirmé connaître l'emplacement exact du train. Des radars ont même détecté des cavités souterraines, mais après des années de recherche, aucun train ni aucun trésor n'a été découvert. Pourtant, la légende persiste. Certains croient encore que le trésor restait là, attendant d'être trouvé. D'autres pensent qu'il ne s'agit que d'un mythe né en temps de guerre. Quoi qu'il en soit, l'idée d'un train nazi rempli d'or continue d'alimenter la curiosité, maintenant la quête en vie jusqu'à aujourd'hui. Cole's Cycle Sails. Dans les années 1960 et 1970, un homme nommé Cole dirigeait une entreprise simple mais efficace d'achat et de vente de motos. Que ce soit pour racheter une moto à un particulier ou aider un magasin à écouler son stock, Cole était toujours prêt à conclure un marché. À cette époque, les motos étaient donc bien moins chères et sa collection a rapidement pris de l'ampleur. Très vite, Cole en possédait tellement qu'il a dû louer un immense entrepôt pour toutes les stocker. Les photos de l'époque montrent des rangées de motos, dont certaines étaient un rare, voire unique. Son entreprise a prospéré pendant des années, jusqu'à ce que Cole décide de vendre. Malheureusement, le nouveau propriétaire ne partageait pas sa passion. La collection a été négligée et l'entrepôt a fini par tomber en ruine. Dans les années 2010, la situation s'est détériorée. La ville a engagé des poursuites à cause de l'état du bâtiment. Puis, de manière mystérieuse, un incendie s'est déclaré. Beaucoup pensent qu'un groupe d'adolescents en est responsable, bien que la cause exacte n'ait jamais été confirmée. La collection, autrefois précieuse, a été réduite en cendres, abandonnée, perdue dans le temps. Ce qui était autrefois un véritable trésor de moto vintage n'est plus qu'un souvenir, laissant les passionnés se demander ce qui aurait pu être sauvé. L'aérotrain. À première vue, l'aérotrain ressemble à un engin tout droit sorti d'un film de science-fiction, un train futuriste flottant au-dessus des rails, propulsé par autre chose que des roues. Mais ce n'était pas une simple expérience farfelue. Il s'agissait d'un projet réel développé par l'ingénieur français Jean Bertin entre 1965 et 1977, et il avait le potentiel de révolutionner le transport ferroviaire. Contrairement au train traditionnel, l'aérotrain ne roulait pas sur des roues, ni ne flottait sur des aimants. Il planait sur un coussin d'air au-dessus d'un rail en béton armé. Ce système le rendait extrêmement rapide et efficace, atteignant des vitesses records de plus de 430 km/h lors des essais. Bertin et son équipe ont prouvé que cela fonctionnait et ont même obtenu un soutien pour continuer le développement. À un moment donné, les États-Unis ont même envisagé de développer l'aérotrain. Alors pourquoi ne voyageons-nous pas aujourd'hui dans ce genre de train ? La réponse se trouve dans les choix du gouvernement français. Plutôt que d'investir dans cette nouvelle technologie, ils ont jugé qu'il serait plus simple et moins coûteux d'améliorer les trains déjà existants. Le projet Aérotrain fut donc abandonné, et Bertin est décédé sans jamais voir son rêve se réaliser. Si l'histoire avait suivi un autre chemin, nous aurions peut-être des trains rapides et économes en énergie depuis des décennies. À la place, le projet a été laissé à l'abandon, ne laissant derrière lui que quelques pistes d'essais et des regrets. Numéro 11B3, concerne le MacBarge, même s'il n'a jamais arboré les célèbres arches dorées, le MacBarge reste lié au nom McDonald's. Construit en 1986 pour l'Exposition universelle de Vancouver, le MacBarge était un restaurant flottant unique en son genre, conçu pour amener McDonald's au bord de l'eau.
L'entreprise a dépensé une somme colossale de 12 millions de dollars, environ 26 millions aujourd'hui, pour créer cet endroit hors du commun. Le restaurant, officiellement appelé le Friendship 5 Cents, était un jeu de mots entre l'amitié et la restauration rapide, mais ce nom n'a jamais remporté de prix. C'était un restaurant flottant de 790 mètres carrés, installé sur une barge de 57 mètres que McDonald's espérait déplacer d'un quai à l'autre à travers le monde. Pendant les 6 mois de l'exposition, il a connu un certain succès et a même hérité du surnom de McBarge, qui honnêtement lui allait à bien mieux que son nom officiel. Cependant, la nouveauté s'est vite estompée. En 1991, les habitants locaux avaient perdu tout intérêt et le McBarge a été déplacé vers le plus calme détroit de Bourrard. Mais au lieu de devenir une nouvelle attraction, il a été abandonné et laissé à l'abandon. Pendant plus de 30 ans, le McBarge s'est lentement détérioré. Graffitis et poussière ont envahi les lieux, et l'intérieur du restaurant, figé dans le style des années 1980, a été victime du temps et du vandalisme. Les fenêtres n'en étaient des couvertes de crasse et de peinture en spray, les sols et les murs étaient en salle. À un moment donné, d'anciens produits ont même été retrouvés à bord. Même s'il avait attiré les foules dans les années 80, aujourd'hui, le McBarge est bien loin d'être un endroit où l'on voudrait manger un morceau. Saint-Abandon, Batman. À mon avis, les meilleurs films Batman sont ceux avec Michael Keaton. Tout y était culte. Le costume, les gadgets, Michelle Pfeiffer en Catwoman et bien sûr la Batmobile. Bon, peut-être que la Batmobile ne semble plus aussi cool aujourd'hui. En 2019, une carcasse rouillée de Batmobile de l'époque Keaton a été retrouvée dans une casse. Elle était manifestement là depuis un moment, mais ce n'était pas la seule. En 2020, une autre Batmobile a été découverte dans une casse à New York. Vous vous demandez peut-être comment peut-il y en avoir plusieurs ? En réalité, ce n'étaient pas les véhicules originaux utilisés dans les films, mais des répliques fabriquées par de grands fans de Batman à partir de kits en mode bricolage. Au fil du temps, leur passion pour Batman s'est émoussée, et les fans ont perdu tout intérêt pour leur Batmobile personnalisé, finissant par les envoyer à la casse. Mais aujourd'hui, ils doivent sûrement regretter ce choix. En 2019, une de ces répliques parfaites, entièrement fonctionnelle avec 400 chevaux sous le capot, a été mise en vente sur eBay pour la somme ahurissante de 680 000 $. Soudainement, abandonner une Batmobile dans une casse ne semble plus être une si bonne idée, surtout vu sa valeur actuelle. Ces Batmobiles bricolées avaient peut-être l'air de déchets à l'époque, mais aujourd'hui ce sont de véritables trésors. Lamborghini oublié. En 2019, une Lamborghini Huracan d'une valeur de 250 000 $ a été retrouvée abandonnée dans un fossé en bord de route au nord de Londres. Le caméraman Andrew Lawrence roulait dans la région tôt le matin lorsqu'il a aperçu la supercar violette coincée dans le mauvais sens, la porte côté conducteur collée au sol. La voiture était manifestement en détresse, mais aucun conducteur en vue. Imaginez à quel point il a dû être tentant pour Andrew d'appeler une dépanneuse et de faire disparaître la voiture. Après tout, c'était une Lamborghini. Mais étant une personne honnête, Andrew a décidé d'appeler la police pour découvrir à qui appartenait la voiture. Il s'est avéré qu'elle appartenait à Michael Hudson, fondateur de BitStocks et millionnaire grâce au Bitcoin. Michael conduisait lorsque la voiture a heurté une flaque d'eau, a perdu le contrôle et a glissé dans le fossé. Au lieu d'appeler une dépanneuse, il a simplement laissé la voiture là et est parti chercher de l'aide à pied. Heureusement, la voiture n'a pas été gravement endommagée et Michael a pu la remettre en état de marche. Cela dit, vu sa fortune, il serait peut-être temps pour lui d'investir dans quelques cours de conduite. Cimetière de voitures incroyable. La Belgique est connue pour son délicieux chocolat et sa bière, mais elle abritait aussi, il y a encore 10 ans, une casse automobile à la fois mystérieuse et fascinante. Le cimetière de voitures de Châtillon, niché au cœur d'une forêt, présentait des rangées de véhicules anciens, qui ressemblaient à un embouteillage oublié. Le spectacle était stupéfiant. Beaucoup de ces voitures étaient des modèles américains anciens, ce qui a fait naître la rumeur qu'elles auraient été laissées par les forces américaines après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la majorité de ces véhicules dataient d'après-guerre. Alors, que s'était-il vraiment passé ? La vérité a fini par être révélée. Ces voitures appartenaient aux troupes de l'aviation canadienne. À la fin des années 1940, des centaines de soldats canadiens étaient stationnés dans la ville voisine de Verton dans le cadre de l'alliance de l'OTAN. La ville étant petite, un seul mécanicien basé à Châtillon était responsable de toutes les réparations.
Mais en 1966, lorsque la France s'est retirée de l'OTAN, les troupes canadiennes ont quitté la région, laissant derrière elles des centaines de voitures sans destination. Le mécanicien s'est retrouvé avec tout ce stock sur les bras. Au fil des années, les voitures ont simplement rouillé et pourri dans cette petite commune. Tristement, tous les véhicules ont été évacués en 2010, mettant fin à ce pan unique de l'histoire. Les passionnés de voitures anciennes à travers le monde ont dû avoir le cœur brisé. L'avion fantôme d'Islande. Les plages volcaniques d'Islande sont célèbres pour leur sable noir saisissant, parmi les plus beaux au monde. Mais sur l'une de ces plages se trouve quelque chose d'inattendu. L'épave de l'avion de Sólheimasandur. Il s'agit des restes d'un avion cargo, dénudé par des années de vent arctique violent. Bien qu'il ressemble à un décor post-apocalyptique, il est en fait le vestige d'un événement dramatique survenu le 21 novembre 1973. Ce jour-là, un avion C-117 transportant 5 membres d'équipage se dirigeait vers une base navale américaine en Islande. Mais soudain, les températures chutèrent à moins 10 degrés Celsius et des rafales glaciales soufflant à près de 100 km/h frappèrent dans l'appareil. Le froid extrême provoqua le gel des moteurs et l'avion s'écrasa sur la plage. Miraculeusement, tous les membres d'équipage ont survécu sans la moindre blessure. Après le crash, l'armée américaine est intervenue pour secourir l'équipage. Elle a démonté tout ce qui pouvait être réutilisé, ailes, moteurs, équipements. Ce qui reste, c'est la coque vide de 5 tonnes de l'appareil abandonné sur la plage depuis. Bien que l'avion ait été laissé à l'abandon, l'épave est devenue une attraction touristique très populaire en Islande. Des visiteurs du monde entier viennent admirer ce vestige fantomatique d'un drame évité de justesse. Ainsi, même si la fin de cet avion fut brutale, il a offert à l'Islande un site emblématique et unique à explorer. Les rivages hantés de Kiska en Islande, un lieu unique à explorer, les rivages hantés de Kiska. L'île de Kiska, qui fait partie des îles aléoutiennes de l'Alaska, est une terre isolée de 35 km de long, sans route, sans bâtiments ni habitants. C'est le genre d'endroit où l'on ne s'attendrait jamais à découvrir quoi que ce soit d'inhabituel. Et pourtant, en observant attentivement ces côtes, on tombe sur une vision surprenante, d'anciens canons anti-aériens, des navires rouillés et même des sous-marins. Ces reliques abandonnées sont étonnamment bien conservées, malgré leur âge de plus de 80 ans. Le climat froid de l'Alaska a aidé à préserver ces objets, notamment les sous-marins japonais de type A, appelés Midget Submarines. Ces petits sous-marins sont Mansashirova mesurant à peine 24 mètres de long et moins de 2 mètres de large, étaient conçus pour des missions furtives en eaux ennemies. En cas de capture, leur petite taille permettait au Japon de prétendre qu'ils servaient uniquement à l'entraînement. Mais ces engins n'étaient pas décoratifs. Ils étaient armés de torpilles et certains ont même participé à l'attaque de Pearl Harbor. Alors, comment ces sous-marins ont-ils atterri à Kiska ? La réponse se trouve dans une bataille peu connue de la Seconde Guerre mondiale. Kiska abritait une station météo américaine, capturée par les Japonais. En réponse, les forces américaines et canadiennes ont lancé une campagne aérienne qui a duré 1 an pour reprendre l'île. En 1943, la marine japonaise s'est retirée précipitamment, mais pas avant de faire exploser ses navires et sous-marins pour empêcher l'ennemi de les récupérer. Bien que peu mentionnée dans les manuels scolaires, cette bataille et la volonté des Japonais de détruire leur propre équipement par dépit restent marquantes. Aujourd'hui encore, ces vestiges rouillés de guerre reposent sur les rivages de Kiska, prêts à raconter leur histoire. Les fusées fluviales, rouillées. En 1957, l'Union soviétique a mis au point une invention révolutionnaire, les hydroptères. Ces bateaux utilisaient sur des ailes submergées pour s'élever au-dessus de l'eau, réduisant considérablement la traînée et atteignant des vitesses bien supérieures à celles des bateaux classiques. Appelées raquetas, ces fusées fluviales pouvaient donc filer sur l'eau à plus de 70 km/h, soit 3 fois plus vite que les navires de taille similaire à l'époque. Ils ont connu un franc succès en transportant des passagers à grande vitesse sur les rivières. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, beaucoup de ces bateaux n'ont plus été entretenus et ont été abandonnés dans des cimetières de navires. Sur les photos, on peut voir les météores, une version améliorée du raqueta. Plus rapides encore, ils pouvaient en transporter jusqu'à 160 passagers. Aujourd'hui, la majorité de ces navires pourrissent encore dans une forêt près du réservoir de la Kama, non loin de la ville de Perm. Malgré leur état délabré, ils conservent une allure majestueuse, témoin silencieux de leur gloire passée. Le Blue Wonder abandonné.
Au cœur des prairies verdoyantes de Schipkau, en Allemagne, se dresse une attraction abandonnée qui ne passe pas inaperçue. Haut de près de 52 mètres, cet engin géant, avec sa roue dentée géante ressemblant à une tronçonneuse rouillée, semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Lorsqu'il a été découvert par des explorateurs urbains en 2002, beaucoup pensaient qu'il s'agissait du Bagger 258, un gigantesque excavateur à godets utilisé dans les mines. En fait, il s'agissait du Bagger 1473, construit en 1965. Ce monstre était surnommé le Blue Wonder, en raison de sa peinture bleue frappante. Chaque godet pouvait contenir 1,50 m cubes de terre, et en moins de 150 rotations, il pouvait remplir une piscine olympique entière. Mais en 2002, ce mastodonte a été abandonné. Il n'y avait plus rien à creuser, et le déplacer était tout simplement impossible. Aujourd'hui, il est classé comme site protégé et attire photographes et amateurs de sensations fortes. Certains y voient même une occasion de faire de la balançoire géante, le seul écranoplane de classe Land. En matière de véhicules abandonnés, l'une des créations les plus folles de l'Union soviétique est peut-être l'écranoplane de classe Lund. Long de 74 mètres, cet engin militaire ultra secret utilisait un effet particulier appelé effet de sol pour se déplacer. En volant à très basse altitude, une zone de haute pression se créait entre ses ailes et la surface de l'eau, lui permettant de glisser au ras de l'océan, indétectable par les radars ennemis. Propulsé par 8 turboréacteurs à l'avant, l'écranoplane atteignait 550 km/h, alliant la vitesse d'un avion et la capacité d'un bateau. Mais un seul prototype fut achevé avant la chute de l'Union soviétique en 1991. Connu sous le nom de monstre de la mer Caspienne, il a été abandonné sur un quai militaire gardé dans la région du Daghestan. Oublié pendant près de 30 ans, il a refait surface en 2020 lorsqu'on tenta de le déplacer vers un musée. Remorqué sur près de 100 km à travers la mer Caspienne, il s'est échoué sur les plages de Derbent. Avec ses 264 tonnes, il était impossible de le déplacer à nouveau et il est resté échoué pendant 5 mois. Voir des enfants jouer autour d'un monstre de guerre pareil, c'est peut-être la chose la plus russe qui soit. Le Herkimer Battle Jitney. Les casses regorgent de véhicules oubliés, mais certains sortent du lot. C'est le cas d'un étrange véhicule à 6 roues découvert dans une casse américaine. Unique en son genre, ce véhicule n'était pas un projet militaire abandonné, mais une star de cinéma. Il s'agit du Herkimer Battle Jitney, un engin conçu spécialement pour le film Mystery Men, sorti dans les années 90. Dans le film, un groupe de super-héros un peu ratés utilise ce véhicule pour sauver leur ville. Tellement réaliste, certains pensaient qu'il s'agissait d'un vrai blindé militaire, comme le Z-17 Marauder. Mais en réalité, le Jitney était une construction artisanale. Un châssis de semi-remorque Ford de 1979, avec une carrosserie modifiée à partir d'une caravane Airstream. Son design unique l'a rendu inutilisable dans d'autres films. Une fois le tournage terminé, il a été abandonné dans une casse. Aujourd'hui, au lieu d'être une star, le Jitney prend la poussière en attendant peut-être un jour une seconde chance et une fin digne d'un super-héros, le Victor vacant. Jusqu'en 2020, les portes de la base aérienne de la RAF à Marham, en Angleterre, étaient gardées par un imposant avion, le Handley Page Victor. Ce bombardier stratégique britannique à réaction a été conçu dans les années 50, pendant la guerre froide. Long de plus de 43 mètres avec une envergure de 34 mètres, il pouvait transporter jusqu'à 17,5 tonnes de bombes, voire une bombe nucléaire de 5 tonnes. Ces avions impressionnaient en vol, mais après la fin de la guerre froide, en 1991, ils sont devenus obsolètes. Le dernier Victor fut retiré du service en 1993. Leur entretien étant coûteux, la RAF les a même proposés gratuitement au public. Mais peu de gens avaient dans l'espace ou les moyens d'en abriter un. Certains ont fini dans des musées, d'autres, comme celui de Marham, ont servi à des exercices, comme des simulations d'incendie ou des tests de ciblage. Le Victor a été démonté, ses vitres explosées, son intérieur calciné. Il a finalement été ferraillé en 1995. Voir ce vestige de la guerre froide réduit à une carcasse calcinée est une image marquante. Ces technologies et véhicules abandonnés nous offrent un regard fascinant sur les bizarreries de l'innovation humaine. Qu'ils aient été trop en avance sur leur temps ou tout simplement trop excentriques, ils témoignent de notre imagination sans limite. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de découvertes incroyables.